Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes vendredi 1er février 2019. Mois de janvier, ça y est, c'est déjà plié, on n'en parle plus. On passe au mois suivant, puis en ce moment il y a un petit peu de neige un peu partout, en France du moins. Selon les régions où vous êtes, vous en avez eu un petit peu beaucoup, vous êtes plus ou moins bloqué. J'adore cette période où il y a de la neige, parce qu'en fait, tout simplement on ne peut rien faire, on est obligé de subir les éléments, la météo, les voitures sont obligées de ralentir, les gens sont obligés de se calmer, c'est vraiment... on a l'impression d'être dans un cocon, le bruit est absorbé, enfin, j'adore ça. Alors bien évidemment, de temps en temps ça peut être embêtant si on doit se déplacer pour une urgence médicale notamment, ou si on a des choses à faire. Mais on n'est pas non plus sous 10 mètres de neige, c'est quelques centimètres, et normalement si on est bien équipé, je pense à des pneus neige, ça peut le faire. Bon, moi j'en ai pas, mais c'est toujours bien de donner des conseils. Bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler un peu général. C'est un petit point domotique déjà. J'étais en déplacement pendant 2 jours. Je suis rentré hier soir et hier matin, ma femme me dit: dans la maison il fait très chaud, il fait 24-25 degrés, alors que le thermostat est réglé à 20 degrés. Donc je me suis dit, il y a un problème, le logiciel thermostat a lâché, ou il y a une mise à jour de JDOM qui a été faite, qui n'a pas été prise en compte, ou il y a un truc particulier. Donc elle a coupé le chauffage manuellement au niveau des radiateurs, et quand je suis rentré hier soir, j'ai commencé à faire mes tests, mes retests, mes re-retests, et en fait il s'avère que le module dont j'avais parlé dans Tech Café, Tech Café domotique, qui pilote les radiateurs du salon et de la salle à manger, et ben ce module là, quand j'ai démonté, il a gonflé. Je pense qu'il a pris un coup, il a lâché tout simplement. Et c'était un module qui était capable de piloter jusqu'à 3000 watts, enfin de supporter 3000 watts, et dessus j'avais branché 2 radiateurs de 1500 watts. Donc je pense qu'en termes de puissance, j'étais un peu limite. Et donc il a lâché. Résultat des courses, le radiateur était en on, en continu, et il ne pilotait plus le on et le off. Donc je l'ai démonté, j'ai commandé un nouvel module que je recevrai demain matin, samedi. Bon, en attendant, on est en mode chauffage normal, non domotisé. Pour une journée c'est pas très grave, et en plus tout le monde travaille, donc c'est plus pour le vendredi soir que ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le module 3000 watts n'existe plus. C'est le Fibaro, c'était le 221 GS, 211 GS, on s'en fout. Ça n'existe plus. Le nouveau module qui le remplace ne fait plus que 2500 watts. Donc je suis coincé pour brancher mes 2 radiateurs dessus. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris un module qui pilote 2 fois 1500 watts. C'est ce que j'ai installé pour le chauffage des radiateurs des chambres de mes filles. C'est-à-dire en fait c'est un module sur lequel vous avez branché, enfin qui peut piloter deux appareils distinctement qui peuvent aller jusqu'à 1500 watts. Donc en fait je vais mettre les 2 radiateurs sur ce module là. Donc les radiateurs salon, salle à manger seront pilotés séparément. Bon, ça change pas grand chose, mais je pense que le module sera peut-être un peu plus prendra peut-être moins en charge que 3000 watts d'un coup. On va suivre. Donc voilà, c'est juste mon petit épisode domotique. Alors on peut se dire, c'est chiant. Alors c'est un module qui coûte là j'ai commandé en express entre guillemets sur Amazon, donc en ce moment il est à 60 €, donc c'est quand même un petit prix. On peut se dire 60 € le truc qui lâche, c'est pas top. Sauf que moi je l'avais commandé il y a, les 2 modules je les avais commandés il y a 5 ans, 6 ans, et le premier avait déjà lâché il y a de ça 4 ans, 2014 pardon, on est quoi, 4-5 ans. Donc le premier n'avait pas duré longtemps, il avait fait 2 ans, et le deuxième avait fait, j'avais changé le premier, j'avais fait la garantie, bon on s'en fout. Donc le deuxième, en fait celui qui vient de lâcher, ça faisait 4 ans et demi, 5 ans qui était installé, donc c'est pas non plus un truc qui tombe en panne régulièrement, mais somme toute quand même, faut se dire que dans ces systèmes là, ça reste de l'électronique, un peu d'électronique, et on n'a pas une visibilité sur la durée de vie de ces appareils. Je pense qu'il faut le garder en tête. D'un autre côté, vu que les protocoles et les modules et les modèles changent régulièrement, si le jour ça tombe en panne, on peut mettre un truc un peu mieux, un peu plus ou moins. Autre chose qui n'a rien à voir du tout avec ça, donc si vous me suivez sur Twitter, j'ai annoncé
officiellement entre guillemets le lancement de la chaîne, la nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Objectif Poids. En gros, comme moi, l'idée c'est de faire ce que j'avais fait il y a 2 ans, de me remettre à courir, de me remettre au sport, de faire un peu gaffe à ce que je mange, chose que je n'avais pas fait il y a 2 ans, pour perdre du poids et en me mettant des objectifs. Là je suis à 96 kg, je l'arrondis. Je voudrais bien descendre dans un premier temps à 90, puis à 85 et me stabiliser à 80. Tout ça en me motivant ou en faisant une sorte de carnet de bord à travers la vidéo, donc sur YouTube. Pourquoi la vidéo et pourquoi pas uniquement un streetcast ou un podcast? Parce qu'à Noël, donc j'avais commandé à Papa Noël la caméra DJI Osmo Pocket, qui est un super petit objet, un super petit gadget en fait, tout simplement. Et puis je voudrais m'en servir. Et je trouvais ça intéressant de faire mumuse avec cette caméra, d'en profiter pour me motiver à courir et de faire d'une pierre 2 coups ou 3 coups. Autre chose, je pense que la vidéo YouTube et qu'on sort, alors c'est pas la même chose que le podcast, mais peut donner la visibilité au podcast. Je m'explique, dans les podcasts, streetcast, etc., je suis à peu près à 200-250 écoutes par épisode. Ce qui est bien, surtout parce que c'est un modeste truc et je ne me prétends pas... Bref, c'est très bien. Mais en dehors de ce cercle-là, je pense qu'on a du mal à se faire connaître ou à faire savoir que les podcasts et les streetcasts existent. En utilisant la caméra et en mettant ça sur YouTube, il y a des gens qui peuvent tomber sur ces vidéos et se dire tiens, il y a un autre monde qui existe et ça peut faire un relais. Le monde de, enfin YouTube, on peut, je pense, toucher beaucoup plus de monde avec les algorithmes où les gens tombent dessus par hasard que on peut le faire avec uniquement le son. C'est pour ça notamment, au départ j'étais pas très chaud, mais Burger Tech avec l'ami Cédric, au départ c'était que du podcast. On a fait ça maintenant en vidéo sur YouTube, on fait même ça en live sur YouTube et on a remarqué que au niveau podcasting ça augmente un petit peu et sur YouTube ça commence à prendre tranquille. Alors c'est tout petit hein, mais ça fait ça peut faire son trou, d'autant plus que sur YouTube si vous faites des vidéos régulièrement ça peut amener dans les algorithmes et aider aussi. Donc la vidéo pour moi c'est pas un concurrent au podcast, c'est plutôt un complémentaire et l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pour ça que ce Coticast que vous écoutez en audio ou que vous regardez peut-être sur YouTube, et ben il est enregistré en vidéo et en audio, d'où le micro ici pour le podcast et d'où la caméra devant moi pour la vidéo. Alors ça apporte pas grand chose certes, mais ça donne surtout de la visibilité. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'on m'avait posé la question. Justement par rapport à ça, deuxième point, chose parallèle, c'est que lorsqu'on fait de la vidéo, alors lorsqu'on fait le podcast, streetcast comme ici, j'enregistre avec le micro sur le téléphone, à moins de faire beaucoup de m'embrouiller et puis de me perdre dans les pensées, je publie directement, il n'y a pas de montage. Par contre sur de la vidéo, il faut faire un petit peu de montage, type au moins mettre un titre, un écran de début, un écran de fin, une vignette éventuellement. Donc ça demande un peu plus de temps en termes de traitement, certes. Alors là c'est pour Coticast, c'est pas non plus, il y a très peu de, pas de coupure puisque c'est le même que l'audio normalement. Et c'est juste le mettre en ligne, faire le strict minimum. Par contre lorsque j'ai fait la deuxième vidéo, enfin les 2 vidéos d'Objectif Poids, là ça demandait un peu plus de taf et de montage. Et le problème, me connaissant, c'est comme j'ai tendance à remettre à plus tard ce que je dois faire le jour même, j'ai un peu de mal à me bouger le cul pour faire le montage. C'est pour ça que sur l'autre chaîne YouTube Cotigeek, il y a très peu de vidéos, parce qu'en fait il y a plein de... Je fais plein de séquences, j'ai enregistré plein de trucs. L'aspirateur robot, il y a de ça quasiment 2 ans, il y a plein de choses, mais j'ai jamais fait le montage, j'ai jamais été au bout de cette démarche. Alors pourquoi parce que lorsque je mets devant l'ordinateur, je pense que je passe rapidement à faire autre chose. J'ai du mal à me bouger le cul. Et je me suis dit, avec cette petite caméra, qu'éventuellement... Pardon, je vais éternuer. Non, c'est passé. Avec cette caméra, vu que c'était l'aspect mobile et qu'on pouvait le brancher directement sur un iPhone ou sur un iPad, je me suis dit autant passer directement la vidéo et le monter sur l'iPad. Donc pour ça, j'avais fait la première de Objectif Poids avec iMovie, ce qui est l'application de base de montage vidéo chez Apple, sur Mac, sur iOS.
j'avais fait mon petit mumuse, mais rapidement je me suis trouvé encore limité à certaines choses, certains montages que je voulais faire, notamment la deuxième vidéo où je parle de Runtastic et j'incruste des captures d'écran, des captures vidéo d'écran de l'iPhone en même temps que je cause. Et ça sur iMovie, j'ai pas trouvé comment faire. Donc je suis passé sur le fameux LumaFusion dont on entend parler de temps en temps, enfin le fameux dont on entend parler de temps en temps sur les chaînes YouTube, etc. Ça permet de faire du montage plutôt sympathique. Mais alors j'ai acheté, parce que ça coûte quand même 20 balles, en me disant de toute façon sur Apple on a 14 jours pour se rétracter. Si ça me va pas, je contacterai en disant j'annule l'achat. Ça me laissait 14 jours pour essayer. Et deux de mes problèmes était de me dire, l'écran d'un iPad est quand même plus petit qu'un écran 27 pouces, en termes de visibilité et de confort de la visualisation tout simplement. Et deux, le fait de ne pas utiliser de souris, ça peut être assez gênant, voire même des raccourcis clavier, ça peut être gênant. Donc le montage vidéo alors sur l'iPad en termes d'écran, finalement c'est pas si gênant que ça. À moins de vraiment d'aller chercher des détails et puis de faire des choses très, très pointues, mais c'est pas le cas, là c'est juste des vidéos très sommaires, il n'y a pas non plus c'est pas du Spielberg. Et deux, le côté, comment dirais-je, souris, je l'ai remplacé avec le stylet, avec le pencil. Et en fait le pencil se complète bien avec le doigt. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on fait au doigt, genre prendre une séquence et la glisser du début à la fin, la couper, enfin la déplacer. Alors que pour sélectionner une séquence particulière, enfin un truc très particulier, ce qui remplacerait en fait le pointeur de la souris, le pencil le fait très très bien. Et après on peut zoomer, etc. Donc j'étais plutôt content du truc. C'est assez, c'est moins usine à gaz bien évidemment que merde, comment ça s'appelle sur Mac le logiciel de montage, Final Cut, que Final Cut. On peut faire moins de choses bien évidemment, mais c'est beaucoup moins compliqué à mettre en place dès le départ, à commencer son montage. Et je trouvais ça plutôt assez ludique et assez fun de pouvoir le faire, et tranquillement, de faire son truc. D'ailleurs j'ai fait ça tranquillement, tellement content que quand j'ai lancé la vidéo, je me suis pas fait gaffe qu'il y avait une scène qui tournait en boucle. Bon bref, donc super sympa à faire sur LumaFusion. Le petit côté donc caméra portable que je mets sur l'iPad, que je fais. Après j'enchaîne sur le montage, c'est hyper sympathique et ça me donne envie de continuer, bien évidemment. Donc voilà. Dernière chose par rapport à ce fameux iPad, je me rends compte de plus en plus que, alors pour moi l'iPad, donc c'est l'iPad 2018, c'est pas un iPad Pro. Ça fonctionne très bien en termes de puissance sur LumaFusion. Pour l'instant j'ai peu de ralentissement, puisqu'on disait souvent que l'iPad Pro permettait de faire des choses que l'iPad normal ne pouvait pas. Dans le cadre de mon usage, pour l'instant j'ai pas eu de limitation. Donc c'est l'iPad 2018 avec 128 Go, donc j'ai de la place dedans. Et ce que je vous avais dit plusieurs fois, c'est que cet iPad j'utilise dans le cadre professionnel, notamment pour prise de notes. Ça remplace mes carnets, cahiers et autres, comme ça je sais comment c'est rangé, je sais retrouver mes notes pour faire des recherches, etc. C'est sauvegarder. Et pour moi le but ultime était toujours de remplacer l'ordinateur, le PC du boulot, c'est un PC portable, par l'iPad. Mais je me rends compte que dans les usages que j'ai au niveau professionnel, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. J'ai pas réussi à trouver un mode de fonctionnement qui me permet de m'en passer et de gagner du temps, voire de pas en perdre par rapport à ce que je fais en PC. Notamment les fameux tableaux Excel. Alors je pense que dans certains métiers, certains auditeurs connaissent les fameux tableaux Excel qu'on reçoit, qu'il faut remplir, copier, coller, changer certaines colonnes, machin, etc. C'est quand même beaucoup plus simple de faire sur un PC que sur un iPad, même si ça s'est bien amélioré avec le temps, ça reste beaucoup moins fluide. Remplir un tableau ça peut être fait, mais après une fois qu'il faut commencer à manipuler les trucs, c'est beaucoup moins évident. Donc je laisse tomber. C'est comme c'est souvent le débat, est-ce qu'un iPad peut remplacer un PC, un ordinateur. Ma conclusion à moi, c'est que ça peut le faire, ça peut ne pas le faire, ça va dépendre des usages, du fonctionnement, des choses que vous faites avec votre ordinateur. Clairement, l'histoire du montage vidéo me laisse penser que oui, c'est possible de le faire. Alors ça dépend également des montages vidéo. Si c'est des rushs en 4K qui pèsent beaucoup en termes de place, l'iPad à un moment donné, la mémoire n'est pas extensible.
qu'il y a d'autres trucs à faire. Si c'est pour dessiner, je pense que c'est plus facile de dessiner sur un iPad que sur un ordinateur. Et encore, ça dépend de la tablette graphique. Bref, tout ce qui est créativité, c'est peut-être possible. Tout ce qui est gestion bureautique, ça l'est pour moi nettement moins. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, j'avais encore autre chose à vous raconter, mais j'ai totalement zappé. Je vois combien de temps là? 15 minutes. Ah si. Dernière petite chose, et après je vous laisse tranquille. Je reste toujours sur Mac, sur l'univers Apple, je suis désolé. Pendant mon déplacement là de ces 3 derniers jours, donc j'ai tout dans mon sac, j'ai mon chargeur supplémentaire d'iPhone, j'ai un chargeur supplémentaire pour la Apple Watch. Bref, tout ce qu'il faut pour me balader et pour être nomade, donc j'enlève pas, je démonte pas chez moi les chargeurs que j'ai à la maison. Et pour le chargeur de l'Apple Watch, en fait c'est un chargeur chinois, enfin c'est un câble à induction, hein, c'est le petit rond blanc qu'on met derrière, à induction, qui branche en USB. Et plutôt que d'acheter un officiel Apple qui coûte la peau du cul comme d'habitude, j'avais acheté un truc, une chinoiserie, à pas cher, comme dirait Antoine, à pas cher, et comme je suis pas souvent en déplacement, les 2 dernières fois que j'avais utilisé, la montre le matin n'était pas rechargée. Et j'avais mis ça sur le fait que j'avais peut-être mal posé la montre sur le capteur, et que j'étais con quoi. Et là en fait pendant ces 2 jours, non finalement, enfin je suis parti mardi matin de la maison, je suis rentré donc jeudi soir, pendant donc ces 3 jours, 2 jours à l'hôtel, et ben je me suis rendu compte que c'était pas un problème de pose de la montre, c'est juste que lorsqu'on met la montre en charge, au bout de 3 minutes, elle arrête de charger. Donc c'est le chargeur qui est une merde et qui ne fonctionne pas. Bon, ok, super nouvelle, vous allez me dire, mais c'est pas ça le truc, c'est qu'en fait la montre, donc c'est la dernière, c'est la Apple Watch 4, ouais. Donc j'ai chargé mardi matin au réveil, elle a été chargée à 100%. Mardi matin, je suis parti courir pendant une demi-heure. Ensuite, j'ai fait ma journée normale. Ensuite, donc le soir, je l'ai mise en charge pour la nuit, mais elle n'a pas chargé. Le lendemain, alors j'ai pas couru, mais j'ai une journée normale. Le lendemain soir, j'ai mise en charge, elle n'a pas chargé. Et elle n'a lâché que hier midi. Donc en gros, j'ai fait 2 jours et demi avec la montre avant qu'elle ne lâche. Donc en termes de... dont une demi-heure de course à pied. Enfin, voilà. En termes de batterie, j'étais plutôt étonné. Et la deuxième chose, c'est que donc hier en rentrant, enfin fin de journée, donc jusqu'à ce que je sois rentré chez moi et que j'ai remis en charge, je me suis surpris plusieurs fois à tourner la montre pour regarder l'heure, des notifications ou voir ce qui se passait. Et donc en fait, comme elle était plus de batterie, elle était éteinte, ça servait à rien. Et puis la deuxième chose, alors vous allez me dire, ouais, con, il garde sur sa montre une montre éteinte au poignet. Ouais, je préfère la garder au poignet que la mettre dans une poche et de la paumer, juste pour ça. Et deuxième chose, lorsqu'après chez moi, la montre était en charge, et ben j'ai eu des coups de fil, ok, ça arrive, c'est un téléphone, sur le truc, j'ai eu des notifications, et en fait j'ai trouvé ça hyper, pas contraignant, pas hyper chiant, mais moins fluide que de prendre la montre et regarder les notifications. En gros, je me suis rendu compte que cette montre, même si plusieurs fois je me disais finalement j'en ai pas un usage de dingue et c'est peut-être pas si nécessaire que ça, et bien lorsqu'elle fonctionnait pas, et ben elle me manquait dans mon... Enfin, pas elle me manquait, mais j'avais pris des habitudes d'usage que je me suis rendu compte que lorsqu'elle n'y était pas, ça me dérangeait. Enfin, ça me dérangeait. Ça m'a empêché de dormir. Mais quand même, il y avait des usages qui s'étaient ancrés dans le quotidien. C'est ça que je voulais dire. Bon, voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je fais moins de Coticast en ce moment. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas tellement... Enfin, si, il y a 2 choses. 1, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. Quand il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Et 2, surtout, c'est que avec cette histoire de caméra, comme pour l'instant, je veux continuer à utiliser l'audio et la vidéo, lorsque je conduis et qu'il fait nuit, c'est un peu chiant au niveau de la lumière, tout simplement. Mais comme les jours vont allonger, ce sera moins embêtant pour le reste de l'année. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté et puis de m'avoir regardé surtout. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!